La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais il existe un comportement silencieux, presque invisible, qui domine une grande partie des relations humaines modernes. Ce besoin compulsif de s'expliquer en permanence. C'est une habitude qui semble anodine, voire polie. Après tout, justifier ses choix, ses émotions, ses absences ou ses sautes d'humeur peut ressembler à de l'empathie, à de la considération pour autrui. Mais derrière ce besoin constant de se justifier se cache quelque chose de bien plus profond et perturbant. Une blessure psychologique mal cicatrisée. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie analytique, a identifié ce schéma comme un symptôme évident de déconnexion de soi. Pour lui, tenter sans cesse de convaincre les autres de qui l'on est, de ce que l'on ressent et des raisons de ses actes révèle en réalité un état d'autonégligence. La personne qui s'explique constamment cherche souvent quelque chose qu'elle n'a jamais reçu, la permission d'exister. Ce comportement apparaît souvent dans des environnements marqués par l'invalidation émotionnelle. Ce sont des contextes, souvent familiaux, où l'expérience subjective de l'enfant est systématiquement disqualifiée. C'est absurde, vous exagérez. Il n'y a aucune raison de ressentir cela. Le message intériorisé est brutal. Ce que je ressens n'a de valeur que si les autres le comprennent, l'approuvent ou le permettent. Au fil du temps, cette croyance se transforme en une prison invisible où l'individu devient dépendant de la compréhension des autres pour affirmer sa propre réalité intérieure. Lorsqu'un adulte s'explique compulsivement, il cherche inconsciemment à éviter l'abandon, le jugement ou le rejet. Il croit que si les autres comprennent ses raisons, il ne le critiquera peu, être pas, ne prendra pas ses distances, ne le rejettera pas. Il s'agit d'une tentative désespérée de contrôler la perception d'autrui afin de garantir son appartenance et sa sécurité émotionnelle. Mais cet effort constant a un prix très élevé, sa propre autonomie psychologique. En se concentrant sur la validation externe, l'individu commence à négliger son autorité intérieure. Ils n'agissent plus par conviction, mais par besoin de se justifier pour éviter d'être mal compris. Ils ne ressentent plus librement, mais rationalisent leurs émotions pour éviter le désagrément d'être perçus négativement. Progressivement, ils cessent de vivre pour eux-mêmes et commencent à agir pour les autres, dans un théâtre éternel où le public a plus de pouvoir que le protagoniste. Jung considérait ce phénomène comme un obstacle majeur sur le chemin de l'individuation, le processus par lequel un être humain devient véritablement ce qu'il est, et la vérité est cruelle. Tant qu'il existe un besoin constant de s'expliquer, il n'y a pas de liberté intérieure, car l'explication compulsive est une forme sophistiquée de soumission. C'est comme si, à chaque justification, l'individu disait « je ne peux exister que si tu le permets ». Cette vidéo est une invitation à démanteler ce conditionnement. Une analyse approfondie des raisons pour lesquelles tant de personnes vivent prisonnières du besoin de se justifier et de ce qui se passe lorsqu'elles choisissent finalement le silence. Lorsqu'elles décident de cesser de s'expliquer, quelque chose change radicalement. La psyché, auparavant soumise à l'approbation extérieure, commence à s'élever vers une nouvelle posture, celle de l'autorité intérieure. Et cela transforme absolument tout. Derrière le besoin de s'expliquer se cache quelque chose de bien plus profond que l'éducation ou le désir d'être compris. Il s'agit d'une blessure psychique, ancrée au cœur de l'identité. Jung comprenait que cette compulsion d'auto-explication n'est pas seulement une habitude comportementale, mais un symptôme, le reflet de quelque chose de bien plus ancien. La croyance inconsciente que notre existence n'a de valeur que lorsqu'elle est validée par autrui. Cette blessure se forme tôt, souvent dès l'enfance, dans des environnements où la subjectivité de l'enfant est constamment délégitimée. Lorsqu'un enfant exprime sa tristesse et s'entend dire qu'il dramatise, lorsqu'il manifeste sa colère et qu'on le traite de difficile ou d'irrespectueux, lorsqu'il manifeste sa peur et reçoit en réponse du dédain ou de l'ironie, il commence à intérioriser un message dangereux. Ce que je ressens est mal, je ne peux me fier qu'aux réactions des autres. Au fil du temps, l'enfant développe un mécanisme de défense, cherchant à être compris pour se sentir en sécurité. Il apprend que s'il explique clairement ce qu'il ressent, il ne sera ni puni, ni ignoré, ni ridiculisé. Ainsi naît un schéma qui le perpétuera à l'âge adulte, justifiant chaque émotion, chaque décision, chaque attitude, comme si un argument convaincant était nécessaire pour avoir le droit de ressentir et d'être. À l'origine de cette blessure se trouve la perte d'autorité intérieure. La personne ne se perçoit plus comme une personne dont l'expérience est valable en soi. Elle dépend du regard extérieur pour confirmer la légitimité de son vécu. Cela crée un état psychologique de soumission où l'estime de soi ne se construit pas de l'intérieur, mais à partir du regard des autres. Il est important de comprendre que cette dynamique n'est pas consciente. Souvent, ceux qui sont pris au piège de ce schéma ne se rendent même pas compte qu'ils tentent constamment de convaincre les autres que leurs émotions sont raisonnables, que leurs décisions sont logiques et que leur comportement a une raison. Mais derrière chaque explication se cache une peur cachée. La peur d'être rejeté simplement parce qu'ils sont qui ils sont. Jung affirmait que chaque individu a besoin, à un moment ou un autre de sa vie, de confronter cette structure interne héritée. Tant qu'il n'y parvient pas, il continue à fonctionner selon les valeurs, les jugements et les attentes d'autrui, souvent intériorisés par des figures d'autorité durant l'enfance, comme les parents, les enseignants ou les chefs religieux.
L'individu devient alors le reflet de ce que les autres approuveraient, et non de ce qu'il est vraiment. Cette auto-explication compulsive est donc une forme d'abandon de soi. C'est l'acte de trahir sa propre vérité pour la rendre plus acceptable aux autres. Et c'est précisément à ce moment-là que le processus de guérison commence, en reconnaissant que l'on n'a plus besoin de demander la permission d'exister, que nos émotions, aussi intenses, contradictoires ou étranges soient-elles, n'ont pas besoin d'être justifiées pour mériter notre place. Mais cet éveil ne se fait pas sans douleur. Lorsque l'individu commence à se taire face au besoin de se justifier, le silence qui s'installe est déconcertant, car il révèle le vide laissé par l'absence d'une autorité intérieure consolidée. Et c'est précisément de cela que parle Jung lorsqu'il introduit l'un des piliers de sa psychologie, la construction de l'autorité intérieure. Dans la partie suivante, nous explorerons comment ce concept, au cœur du processus jungien d'individuation, peut transformer radicalement la façon dont chacun se positionne dans le monde. Que signifie développer une autorité intérieure ? Et pourquoi est-ce la clé pour briser le cycle de l'auto-explication ? Si ce contenu vous intéresse, cliquez sur le bouton s'abonner et abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre soutien. L'auto-explication compulsive n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est un acte permanent d'auto-trahison. Une trahison silencieuse, souvent imperceptible, mais profondément destructrice. Carl Jung comprenait que chaque fois qu'un individu façonne ses paroles pour éviter de déplaire, dissimule ses émotions pour préserver l'harmonie, ou refoule ses décisions pour éviter le jugement, il s'éloigne de lui-même. En réalité, il abandonne sa propre vérité. Cette trahison intérieure ne survient pas de manière explosive, comme une rupture violente avec soi-même. Au contraire, c'est progressif, subtil, quotidien. Cela se produit quand on rit de quelque chose qu'on ne trouve pas drôle pour paraître sociable, quand on dit oui en voulant dire non pour éviter d'être perçu comme égoïste, quand on explique sa tristesse par la fatigue pour ne pas être un fardeau, quand on ressent de la colère mais qu'on la déguise en rationalité, de peur de paraître immature. À chaque petite concession faite au nom de l'acceptation, une part de son âme est laissée de côté. Jung a identifié ce type de comportement comme le reflet direct de l'ego, déconnecté du soi. L'ego, qui devrait être simplement le centre fonctionnel de la conscience, devient le serviteur de l'acceptation extérieure. Il se reconfigure pour devenir ce que les autres veulent voir. Et dans cette adaptation constante, l'individu perd contact avec lui-même. Il cesse d'écouter son intuition, doute de ses propres sentiments et remet en question ses motivations les plus profondes. Le doute remplace la confiance intérieure. Ce processus d'abandon est insidieux, car il est socialement valorisé. Les personnes qui s'adaptent bien, savent s'expliquer, évitent les conflits et sont faciles à vivre sont souvent louées. Mais derrière cette fausse harmonie se cache souvent un profond épuisement émotionnel. Épuisement de ceux qui vivent pour les autres, mais ne peuvent plus s'entendre eux-mêmes. Jung affirmait que ce type de fragmentation interne est l'une des principales causes des névroses. Lorsque l'ego s'éloigne trop du soi, centre symbolique de la plénitude psychique, des symptômes apparaissent. Anxiété chronique, crise existentielle, sentiment de vide, difficulté à prendre des décisions, faible estime de soi. Et pourquoi ? Parce que l'âme réclame à corps et à cri d'être entendue, mais qu'elle est réduite au silence au nom de l'adaptation sociale. Au fond, l'enjeu est crucial. À qui appartient cette vie ? Tant que vous rechercherez constamment l'approbation pour ressentir, penser ou agir, votre existence ne sera qu'une mise en scène, une version modifiée de votre vérité. Vous serez toujours un personnage dans le récit de quelqu'un d'autre, jamais l'auteur de votre propre histoire. La seule façon de briser ce cycle d'auto-trahison est de reconquérir votre autorité intérieure. Il s'agit de développer la capacité de défendre sa vérité, même lorsqu'elle est incomprise, même lorsqu'elle provoque un inconfort, même lorsqu'elle défie les attentes. C'est le début de la véritable individuation, de la plénitude, même si cela implique de décevoir les autres. Mais comment cultiver cette autorité intérieure ? Comment cesser de dépendre de la compréhension extérieure pour affirmer qui l'on est ? Comment garder le silence face à la pression des explications ? C'est précisément ce que Jung propose avec son concept d'individuation, et c'est ce que nous explorerons en profondeur dans la prochaine partie. Car c'est seulement lorsque cette autorité est construite que le silence cesse d'être une absence et devient une affirmation. Pour Carl Jung, la véritable liberté psychologique ne naît pas de l'acceptation sociale ni de la compréhension extérieure. Elle naît du développement de l'autorité intérieure. Ce concept, au cœur de sa théorie de l'individuation, représente la capacité de l'individu à valider sa propre expérience subjective sans dépendre de l'approbation d'autrui. C'est le moment où l'on cesse de se demander « Vont-ils comprendre ce que je ressens ?» et où l'on commence à affirmer « Peu importe qu'ils comprennent, c'est vrai pour moi ». L'autorité interne est l'opposé de l'auto-explication compulsive. Alors que cette dernière est ancrée dans l'insécurité et le besoin de justifier chaque pas pour être accepté, l'autorité intérieure naît de la conviction profonde que votre vérité n'a pas besoin d'être négociée. Et ce changement n'est pas seulement intellectuel, il est existentiel, c'est un changement d'axe.
le centre de gravité de la psyché se déplace. Il passe de la périphérie de l'approbation extérieure au centre du soi, où réside la totalité de l'être. Mais cette transition n'est pas simple. Elle exige du courage, car en cessant de s'expliquer, l'individu affronte directement la peur de l'abandon, la peur du jugement, la peur de l'exclusion. Jung disait que l'individuation exige de traverser le désert de la solitude intérieure, ce moment où, pour la première fois, on exprime un non sans culpabilité, où l'on ne se justifie pas de changer d'avis, où l'on met fin à une conversation sans expliquer pourquoi, non par arrogance, mais simplement parce qu'on ne doit rien à personne pour exister. Développer cette autorité ne signifie pas devenir insensible ou fermé au dialogue. Au contraire, cela signifie que l'on n'a plus besoin de quémander la compréhension. Vous offrez votre vérité comme un cadeau, et non comme une demande d'acceptation. La communication cesse d'être une performance et devient une expression authentique. C'est toute la différence entre parler pour être approuvé et dire vrai. En pratique, l'autorité intérieure se manifeste par de petits gestes quotidiens, par le silence, face à la provocation, par la fermeté de dire ce qui ne résonne pas en moi sans qu'il soit nécessaire d'expliquer pourquoi, par le refus de participer à un jeu émotionnel où il faut toujours justifier sa position, et surtout, par la capacité à supporter l'inconfort de ne pas être compris tout en restant entier. Jung pensait que c'est l'un des moments les plus importants du cheminement psychologique, l'instant où l'individu cesse d'externaliser son estime de soi et commence à la reconnaître comme quelque chose qui naît de l'intérieur. Cette transition est symbolique et puissante, car elle marque la rupture avec l'ancien soi conditionné, celui qui vit pour plaire, et la naissance d'un nouveau soi, enraciné, autonome et entier. Mais cette nouvelle attitude n'est pas bien accueillie par tous. Au contraire, le silence qui émane de l'autorité interne est souvent dérangeant. Ceux qui profitaient auparavant de votre insécurité commencent à perdre le contrôle. Les manipulateurs se sentent menacés. Les relations fondées sur le pouvoir commencent à s'effriter. Et c'est précisément pourquoi, lorsqu'on cesse de s'expliquer, tout change. Dans la partie suivante, nous explorerons ce tournant transformateur. Pourquoi le silence a-t-il autant de pouvoir? Qu'advient-il de vos relations lorsque vous refusez de continuer à justifier qui vous êtes? Préparez-vous, car ce qui suit pourrait radicalement changer votre perception des liens que vous entretenez aujourd'hui. Si ce que vous entendez résonne en vous, vous trouverez une réelle valeur ajoutée dans mes livres numériques. Au-delà de l'ombre décompose les idées fondamentales de Jung, tandis que Dialogue avec l'inconscient vous propose un parcours de 30 jours pour les appliquer à votre vie. Les deux sont liés dans le commentaire épinglé. Le silence, lorsqu'il naît de l'intégrité et non de l'omission, est l'une des forces les plus transformatrices de la psyché humaine. Jung l'avait compris avec une clarté brutale. Il voyait le silence non pas comme une absence de réponse, mais comme une présence d'autorité. Lorsqu'une personne cesse de se justifier compulsivement, elle évite non seulement les conflits ou coupe les conversations, mais elle désactive également tout un système de contrôle psychologique qui alimentait son insécurité. Ce type de silence est troublant, car pour ceux qui ont toujours attendu de vous que vous vous incliniez, que vous vous expliquiez, que vous vous corrigiez, l'absence de justification est interprétée comme une rébellion. Et, en un sens, c'en est une. Mais pas une rébellion immature, celle qui crie pour être entendue. C'est une révolution silencieuse, une déclaration implicite. Je ne dois aucune explication pour être qui je suis. Les manipulateurs qui se nourrissent du doute des autres commencent à perdre la partie. Car la manipulation émotionnelle ne fonctionne que lorsqu'il existe une vulnérabilité perceptible, lorsqu'il y a peur d'être incompris, peur d'être abandonné, peur d'être déçu. La manipulation exige de la réactivité. Or, le silence sécurisant qui émane de l'autorité intérieure est un mur. Il ne répond pas, ne se justifie pas, ne danse pas au rythme de la musique. Il est, tout simplement. Et cela déstabilise toute tentative de contrôle. De plus, les relations qui ont toujours reposé sur votre soumission, émotionnelle, intellectuelle ou comportementale, commencent à se révéler fragiles, unilatérales et fondées sur le déséquilibre. En cessant de vous expliquer, vous brisez le pacte implicite d'infériorité. Vous cessez de vous positionner comme quelqu'un qui a besoin d'être accepté et commencez à occuper l'espace de quelqu'un qui s'accepte déjà. Et cela change absolument tout. Certains prendront leur distance. Et ce n'est pas un signe d'erreur, mais de réalignement. Parce que votre silence commence à fonctionner comme un filtre. Il révèle qui était à vos côtés par véritable affinité, et qui était là uniquement parce que vous étiez facile à contrôler. Jung disait que le processus d'individuation exige souvent des ruptures, et cette distanciation n'est pas une punition, c'est une libération. En cessant de justifier votre présence, vos limites et vos choix, vous commencez à nouer des relations fondées sur le respect mutuel, et non sur la peur ou la dépendance. Mais il faut être préparé, car en cessant de vous expliquer, vous devrez aussi gérer votre propre anxiété. La part de vous qui a appris pendant des décennies que vous aviez besoin d'être compris pour avoir de la valeur résistera. Elle voudra recommencer à se justifier. Elle vous suppliera de reconsidérer votre position, de vous expliquer, ne serait-ce qu'une fois. C'est à ce moment que le silence devient un exercice spirituel, un acte conscient de rester entier, même face à l'inconfort. Le silence n'est donc pas seulement l'absence de mots,
c'est l'affirmation de l'être. C'est le refus de mettre son identité en accusation. Et plus on maintient ce silence, plus il se transforme en présence. Une présence qui émane de l'autorité, qui impose le respect sans élever la voix, qui établit des limites sans confrontation. Une présence qui n'a pas besoin d'approbation pour exister. Mais l'impact du silence va au-delà des relations avec autrui. Cela déclenche un processus profond dans la psyché, l'intégration. Quand on cesse de se justifier, on commence à s'écouter. Quand on cesse de rationaliser ses émotions, on commence à les ressentir pleinement. Et c'est là que commence la véritable transformation. Car le silence extérieur ouvre la voie à l'écoute intérieure. Dans la partie suivante, nous explorerons ce tournant essentiel. Comment l'autorité que vous gagnez face au monde commence en réalité par un mouvement intérieur. Le retour à votre propre intégrité psychologique. Vous comprendrez pourquoi les personnes intégrées ne convainquent pas. Elles communiquent, et pourquoi, lorsque vous adoptez cette posture, le monde commence à vous traiter complètement différemment. Il y a quelque chose de magnétique chez une personne qui n'éprouve aucun besoin de s'expliquer. Quelque chose qui ne peut être ni simulé, ni forcé. Il s'agit d'intégrité psychologique. L'état d'une personne qui ne négocie plus sa propre essence pour correspondre aux attentes extérieures. Jung considérait cette intégrité comme l'une des expressions les plus matures de l'individuation. Lorsque l'individu non seulement connaît sa vérité, mais la défend, sans hésitation, sans culpabilité, et surtout sans besoin de validation. Une personne intégrée ne cherche pas à être comprise. Elle communique, elle s'exprime. Mais ils ne convainquent pas, car ils ne partent pas du principe qu'ils doivent justifier leur existence. Leurs paroles émanent d'un fondement solide. Ce n'est pas par manque caché. Cela change tout dans la façon dont ils sont perçus. Le monde traite avec plus de respect ceux qui se traitent eux-mêmes avec respect. Et le respect de soi commence quand on refuse de négocier ce qui est essentiel en soi. L'intégrité psychologique ne signifie pas inflexibilité, elle signifie cohérence. C'est la capacité à maintenir une ligne intérieure de vérité, même face à la pression extérieure. C'est lorsque l'on ressent un inconfort dans une situation, et même sans pouvoir l'expliquer rationnellement, que l'on fait confiance à ses sentiments. Il n'est pas nécessaire de présenter des preuves, ni de construire des arguments élaborés. Vous dites simplement « cela ne me parle pas ». Et c'est suffisant. Cette position, qui paraît simple, est révolutionnaire dans un monde où la plupart des gens vivent déconnectés d'eux-mêmes. Là où les décisions sont prises en fonction de l'opinion d'autrui. Où les sentiments sont ignorés par crainte de paraître trop sensibles. Et où les limites sont transgressées par des sourires forcés, pour ne pas paraître difficiles. L'intégrité est l'opposé de cela. C'est l'art d'être entier. De ne pas se fragmenter pour plaire. De ne pas se cacher pour éviter les conflits. Jung savait que la véritable transformation ne se produit pas en approfondissant les théories, mais en adoptant une nouvelle attitude face à la vie. Et cette attitude commence par le refus de se justifier. Car toute justification compulsive dissimule une insécurité. Suis-je suffisant ? La personne intégrée ne se pose plus cette question. Elle sait qu'elle l'est. Même lorsque le monde persiste à dire le contraire. Et c'est là que réside le paradoxe. Moins on recherche l'approbation, plus on suscite le respect. Parce que l'intégrité a du poids, elle a de la densité, elle a de la présence. C'est pourquoi, sans un mot, une personne centrée peut modifier la dynamique d'un environnement. Elle n'a rien à prouver. Sa cohérence interne communique déjà tout. Ce genre de personnes ne quémandent pas d'espace. Elles l'occupent. Elles ne réagissent pas par insécurité. Ils agissent de manière déséquilibrée. Mais il y a un détail essentiel. Cette intégrité n'est possible que si l'on cesse de se trahir soi-même. Quand on cesse de se modeler pour être accepté. Quand on s'autorise à ressentir, à choisir, à agir. Même si personne ne comprend. Cela demande de la pratique, de la présence et de la connaissance de soi. Mais surtout, cela exige le courage d'assumer sa propre existence, sans blâmer les autres, sans sous-estimer sa valeur. Et lorsque cette intégrité s'installe, les effets sont profonds. Les relations changent. Votre positionnement professionnel évolue. Votre perception de vous-même s'éclaircit. L'anxiété diminue. Le besoin de contrôler ce que les autres pensent disparaît. Parce qu'on cesse de vivre pour être compris et qu'on commence à vivre pour être vrai. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose qui se produit non seulement dans votre relation au monde, mais aussi dans ce que vous commencez à dégager. Quand vous cessez de vous justifier, une nouvelle énergie se dégage, celle de quelqu'un qui se contrôle. Et cette énergie est inconsciemment perçue par tous ceux qui vous entourent. C'est là que le changement invisible se produit. Le monde commence à vous traiter comme quelqu'un qui ne négocie pas. Dans la prochaine et dernière partie, nous explorerons comment cette intégrité psychologique transforme votre relation au monde extérieur. Comment, sans un mot, on parvient à être respecté d'une manière qui semblait autrefois inaccessible. Et pourquoi, lorsqu'on cesse de s'expliquer, le monde entier réagit différemment à notre présence. Lorsqu'on cesse de s'expliquer, tout change. Pas seulement à l'intérieur, mais autour d'eux. C'est comme si une nouvelle fréquence commençait à être émise. On ne dit plus « S'il vous plaît, comprenez-moi ».
Tu émanes, je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de ta permission. Et le monde répond inévitablement. Jung savait que la psyché humaine est guidée par l'énergie, par la présence, par la structure interne, et non par des justifications rationnelles. Celui qui cherche constamment à se faire comprendre émet une vibration de soumission, de doute. Celui qui ne s'explique plus dégage force, clarté, autorité. Et il ne s'agit pas de devenir arrogant. Il s'agit de devenir enfin entier. Les gens commencent à vous écouter différemment. Les relations déséquilibrées perdent tout sens. Les dynamiques où vous étiez soumis, prévisibles, facilement contrôlables, s'effondrent. Non pas parce que vous vous êtes battu, mais parce que vous n'êtes plus disponible pour jouer le même rôle. Le silence modifie la configuration de vos relations, car il communique ce que vous imploriez autrefois. Cela signifie « je ne suis pas ici pour être façonné, je suis ici pour être ». Et à partir de là, vous commencez à établir un autre type de connexion, plus profonde, plus honnête, plus en phase avec qui vous êtes devenu. Le respect commence de l'intérieur. Et la première étape consiste précisément à cesser de justifier sa propre existence. Mais ce cheminement exige de la présence. Car, dans les moments de doute, l'envie de s'expliquer reviendra. Il semblera plus sûr de plaire, il semblera plus facile de céder. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se souvenir. Chaque fois que vous réprimez une explication, vous vous réaffirmez, vous consolidez votre intégrité. Tu prends ta place dans le monde, non pas comme quelqu'un qui mendie de l'espace, mais comme quelqu'un qui sait déjà qu'il a sa place. Alors, dis-moi dans les commentaires quelle est l'explication que tu répètes le plus souvent et dont, au fond, tu sais déjà que tu ne veux plus rien donner. Est-ce lié à tes émotions, à tes limites, à ta façon d'être? Écris-la. C'est plus qu'un simple exutoire. C'est un tournant. Et si ce message vous a interpellé ou inspiré, ne le gardez pas pour vous. Aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui s'expliquent trop et abonnez-vous à la chaîne. La vidéo suivante est également essentielle à ce voyage. Regardez-la maintenant. Vous comprendrez pourquoi.